C'est quand vous voulez. Merci et tout d'abord, bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette conférence. Merci d'avoir attendu aussi longtemps et de m'écouter sur un sujet qui nous paraît important avec mon co-auteur Jean-Claude qui est ici, la souveraineté économique et le lien avec le développement durable et la RSE. En réalité, nous pensons que RSE, développement durable et souveraineté économique vont de pair, et ce depuis longtemps, même si l'actualité montre une accélération dans le rapprochement qui peut être fait. Depuis la publication du rapport fondateur de Bowen en 1953, dont on sait qu'il a été initié par la Fédération américaine des églises protestantes, la responsabilité sociale des entreprises, connue donc sous l'acronyme RSE, n'a cessé de prendre de l'ampleur. Cette idée centrale stipule que les hommes d'affaires ne doivent plus se contenter de faire prospérer leur entreprise. Ils ont désormais une responsabilité élargie, celle de prendre des décisions et d'adopter des lignes de conduite qui répondent aux objectifs et aux valeurs de notre société. Parmi ces objectifs, toute la journée, nous avons discuté des 3 priorités qui se sont rapidement imposées, la justice sociale, la protection environnementale et le développement durable. Aujourd'hui, et en parallèle, dans un contexte marqué par des crises sanitaires, économiques et militaires, notre dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondialisées et aux fournisseurs étrangers est devenue une préoccupation majeure. Je vous propose d'explorer les différentes dimensions de cette dépendance, ses conséquences, mais aussi les solutions possibles pour renforcer notre autonomie économique en lien avec les enjeux du développement durable et de la RSE. Une opinion communément répandue tient pour acquis que la souveraineté économique est difficile à combiner avec les préoccupations sociales et environnementales. La souveraineté est souvent associée à des égoïsmes nationaux, à des politiques de rigueur et d'austérité, alors que les politiques de RSE se voudraient à la fois vertueuses, transnationales, mais aussi coûteuses. Dans l'ouvrage publié aux éditions Vérone, la RSE impactée par la souveraineté économique, nous soutenons avec mon collègue et co-auteur Jean-Claude Pacitto la thèse exactement inverse. Il ne peut y avoir de développement durable sans disposer des ressources nécessaires et des marges de manœuvre indispensables pour agir de manière responsable et partant, l'autonomie stratégique est indispensable à l'atteinte des objectifs assignés au développement durable. Je vous propose d'en faire la démonstration. Comment gérer l'urgence et prétendre construire un avenir meilleur quand on ne peut plus agir efficacement? Comment adopter une attitude responsable vis-à-vis de l'environnement ou de nos concitoyens si nos dépendances politiques ou économiques nous interdisent d'exercer cette responsabilité? Notre réflexion repose en réalité sur une conviction centrale. La responsabilité sociale des entreprises doit s'inscrire dans 2 horizons temporels distincts. D'une part, une perspective immédiate, prenant en compte les urgences climatiques et environnementales. D'autre part, une vision à long terme, visant à construire une société durablement apaisée, orientée vers un avenir meilleur, en maîtrisant les leviers de sa souveraineté économique. Les politiques de responsabilité sociale des entreprises, qui visent des objectifs ambitieux et urgents en matière climatique, exigent une mobilisation de ressources et une vision globale pour être efficaces. Nous manquons cruellement de l'une et de l'autre. Ces ressources peuvent être humaines, technologiques, industrielles, éducatives ou financières, mais elles doivent avant tout exister. C'est à partir de ces ressources que se bâtit une capacité d'action permettant de s'organiser librement sans subir la volonté d'autres acteurs. Les récentes crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19, ont révélé la fragilité de nos économies globalisées. Le confinement généralisé a stoppé les chaînes de production et de distribution, mettant en évidence notre dépendance aux produits importés, principalement de Chine. En mars 2020, près de la moitié de la population mondiale était confinée, perturbant gravement les approvisionnements en produits de santé et en matières premières. Cette situation a mis en lumière la vulnérabilité des systèmes de sous-traitance et des chaînes de valeur éclatées, particulièrement sensibles aux crises. Par exemple, la pénurie de masques chirurgicaux, de médicaments, de matériel médical
a été un signal d'alarme pour de très nombreux pays. Peut-on imaginer une agriculture durable en dépendant d'un petit oligopole d'entreprises, souvent étrangères, pour nos engrais? Sommes-nous durablement autonomes en matière d'énergie renouvelable lorsque nos fleurons industriels sont vendus à des entreprises étrangères dans les domaines du solaire, de l'éolien, des batteries électriques, voire des technologies nucléaires? N'y a-t-il pas un risque de perte de souveraineté et donc de dépendance préjudiciable derrière la vente de Pechiney, absorbé par Alcan puis démantelé, d'Arcelor, absorbé par Mittal, avec plusieurs sites fermés dans l'est de la France, ou encore de Lafarge, fusionné avec Holcim? Nous parlons ici de bauxite, d'aluminium, de matériaux de construction dont nous manquons cruellement aujourd'hui. Un rapport du Sénat français de 2022 souligne la profonde perte de souveraineté économique de la France, exacerbée depuis les années 80. Cette dépendance touche de nombreux secteurs, allant de la santé à l'énergie, en passant par l'agriculture et l'industrie. Environ 40% des intrants de l'industrie française sont importés, contre 29% il y a 20 ans. Cette dépendance est particulièrement préoccupante dans les secteurs stratégiques comme les médicaments, où 80% des principes actifs utilisés en France proviennent de Chine et d'Inde. De plus, la France dépend à 100% de la Chine pour les terres rares nécessaires à la production de batteries électriques essentielles pour la transition énergétique. Certes, la guerre en Ukraine a exacerbé la crise énergétique, mais elle a surtout révélé les carences dans la gestion de l'approvisionnement en gaz et en électricité. Par exemple, en 2021, la France a importé de l'électricité pendant 78 jours contre 43 jours en 2020. L'agriculture, autrefois un des piliers de l'économie française, est aujourd'hui dépendante à 52% des importations pour ses intrants. Entre novembre 2021 et novembre 2022, le solde commercial agricole français est certes excédentaire à 10,4 milliards d'euros, mais certaines filières comme les fruits et légumes, les viandes et les huiles sont elles déficitaires de près de 23 milliards d'euros. Face à la nécessité d'accélérer la transition énergétique pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, la France est dans une situation difficile de dépendance aux métaux critiques. Le même constat peut être établi s'agissant des métaux rares nécessaires pour la transition numérique. Selon un bilan dressé par le Bureau de recherche géologique et minière, plus de 60 éléments de la table de Mendeleïev sont indispensables à notre transition énergétique et numérique, et pour 23 d'entre eux, nos approvisionnements sont dans une situation de forte ou de très forte tension. Au niveau microéconomique, la dépendance se manifeste par l'incapacité d'une entreprise à trouver des alternatives techniquement et économiquement équivalentes à ses relations contractuelles habituelles. En France, l'abus de dépendance est sanctionné par la loi, dès lors que 3 conditions sont réunies. L'existence d'une situation de dépendance économique, une exploitation abusive de cette situation et enfin une affectation réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de concurrence sur le marché. Au-delà des critères juridiques, dans quelles conditions une dépendance économique devient-elle problématique? Une dépendance n'est pas en soi problématique. Elle le devient en revanche lorsque la valeur ou l'avantage qu'elle procure a pour revers un risque et une menace forte pour la société dans son ensemble, sans alternative possible à court ou à moyen terme. Prenons un exemple concret. Imaginons que la France dépende entièrement d'un seul pays pour ses médicaments essentiels. Tant que cette relation fonctionne sans interruption, il n'y a pas de problème. Cependant, si ce pays cesse soudainement ses exportations, la France se trouverait dans une situation critique car elle ne pourrait pas rapidement trouver une alternative pour ses médicaments. Cette dépendance devient alors problématique car elle affecte directement le marché et l'économie en général et plus gravement encore, elle met en danger la santé de nos concitoyens. Situation qui n'est pas totalement éloignée de la réalité aujourd'hui. L'interdépendance. Pour autant, la souveraineté n'est, de notre point de vue, pas le refus de l'interdépendance.
L'interdépendance est cette caractéristique du monde moderne. Mais en réalité, c'est une caractéristique qui crée des vulnérabilités. Il nous semble, et c'est ce que nous démontrons dans notre essai, crucial de trouver le juste équilibre entre interdépendance et souveraineté pour minimiser les risques. Prenons le sujet de la paix mondiale. Les partisans d'une interdépendance accrue mettent en avant l'idée que l'intégration dans un contexte de mondialisation économique est largement perçue comme une source de stabilité et de sécurité et jette les bases d'une paix durable entre les États. En réalité, cette thèse fait depuis toujours l'objet d'une vieille polémique sur le commerce comme facteur de conflit ou de stabilité. À la candeur libérale des propos de Montesquieu dans l'Esprit des lois, je cite « Le commerce guérit des préjugés destructeurs partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce, et partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces », répond le réalisme de Colbert, qui, lui, faisait le constat que le commerce est la source des finances et les finances sont le nerf vital de la guerre. Des propos qui résonnent d'une terrible actualité aujourd'hui. La souveraineté économique ne signifie pas pour autant l'autarcie, qui souvent d'ailleurs prépare à la guerre. Elle implique la capacité de décider indépendamment sans être soumis à la volonté d'autres États. L'autonomie stratégique, terme souvent employé par la Commission européenne, est une condition sine qua non de la souveraineté. Elle permet aux États de prendre des décisions indépendamment des contraintes extérieures, tout en recherchant des partenariats équilibrés. La France, par exemple, considère son autonomie stratégique comme indispensable pour garantir sa souveraineté. De notre point de vue, la souveraineté économique est le nouveau pilier stratégique de la RSE pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, la souveraineté économique préserve nos actifs stratégiques. La pandémie de Covid-19, on l'a vu, a révélé les fragilités du secteur de la santé en France, dues à une dépendance excessive à l'égard de fournisseurs étrangers. Par exemple, la pénurie de masques lors de la crise a montré à quel point notre santé dépendait de décisions d'externalisation prises des années plus tôt. La relocalisation de la production de médicaments est devenue une priorité. Mais le secteur de la santé est l'arbre qui cache la forêt. La transition énergétique, l'industrie, les technologies, l'agriculture sont également des secteurs dépendants. La protection des actifs stratégiques est essentielle pour assurer un développement harmonieux, intégrant des objectifs économiques, sociaux et environnementaux, objectifs qui font partie d'une stratégie RSE. La souveraineté économique protège aussi les droits sociaux. La perte de souveraineté économique affecte la vie sociale et entraîne une dégradation des conditions de travail et de vie. Les mouvements sociaux récents, comme celui des Gilets jaunes en France, ont révélé les fractures territoriales et le déclassement de certaines catégories sociales. La perte de souveraineté économique affecte la vie sociale dans sa globalité. De plus en plus dépendante sur un plan industriel, de plus en plus fragilisée sur ses ressources agricoles et leur transformation, sur ses matières premières et ses ressources énergétiques, la France a pris conscience que sa perte de souveraineté entraîne des conséquences sur son avenir économique et sur la cohésion de la société dans son ensemble. La souveraineté économique contribue à la protection de l'environnement. La délocalisation industrielle entraîne souvent des externalités négatives, comme la pollution ou l'exploitation abusive des ressources. Par exemple, de nombreuses entreprises se déchargent encore aujourd'hui de contraintes environnementales en sous-traitant dans des pays moins régulés leur production. La relocalisation, en revanche, peut contribuer à une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux uniquement si elle s'inscrit dans une logique de développement durable. Elle n'est pas en soi un remède, mais elle peut être le début d'une solution. Enfin, la souveraineté économique est une condition du développement durable. Le développement durable, on l'a vu tout au long de cette journée, nécessite des politiques coordonnées et une vision à long terme. La souveraineté économique permet de créer les conditions favorables à un développement harmonieux en tenant compte des besoins des générations futures. La désindustrialisation française est un moment majeur de notre histoire et pourtant, en réalité, elle est couverte d'un halo de mystère. Entre 1995 et 2015, le pays s'est vidé de près de la moitié de ses usines et du tiers de son emploi industriel. De nombreuses communes et vallées industrielles ont tout simplement été rayées de la carte.
n'oublions pas que ce bouleversement a été comparable, dans ses conséquences, à l'exode rural des années 60. On imagine l'impact non seulement sur un plan social, mais également sur un plan strictement environnemental et de développement des territoires. La souveraineté économique est au cœur du développement des territoires et c'est un point pour nous extrêmement important. Nous pensons que le développement durable passe par une approche territoriale, impliquant tous les acteurs locaux. La souveraineté économique renforce les initiatives locales, favorisant une croissance équilibrée et respectueuse des écosystèmes. Par exemple, la relocalisation des capacités de production industrielle et agricole peut revitaliser des territoires économiquement affaiblis. Je dis bien peu, ça n'est pas, je dirais, assuré. Encore faut-il avoir les politiques, les moyens, les ressources, mais surtout la volonté pour accompagner de tels mouvements de relocalisation. Enfin, la souveraineté économique est pour nous, et nous l'avons mesuré, au cœur de la préoccupation RSE des Français aujourd'hui. Les Français sont de plus en plus conscients de l'importance de la souveraineté économique. Ils demandent aux entreprises de s'engager dans cette voie. Les crises récentes ont renforcé cette demande, plaçant la souveraineté économique au cœur des préoccupations de la RSE. Une étude récente réalisée par le cabinet Promise Consulting montre qu'en réalité, la relocalisation de la production et la réduction de la dépendance vis-à-vis des pays tiers sont devenues des priorités pour les Français, priorités qu'ils intègrent dans la politique RSE des entreprises comme une attente forte. Je terminerai en disant que depuis la crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine, le monde connaît un tournant économique et diplomatique majeur. La souveraineté économique est devenue une priorité pour garantir la résilience et l'autonomie des nations. Elle est essentielle pour protéger les droits sociaux, préserver l'environnement et assurer un développement durable. Les entreprises et les pouvoirs publics doivent travailler ensemble, de notre point de vue, pour reconstruire des chaînes de valeur ajoutée locales et réduire les dépendances critiques. La souveraineté économique n'est pas un retour à l'autarcie, mais une stratégie pour minimiser les vulnérabilités, réduire les externalités négatives et renforcer la capacité d'action face aux crises mondiales. Au fond, la question posée par la souveraineté en lien avec le développement durable est celle des finalités. Pourquoi être économiquement souverain si ce n'est pour promouvoir un vivre mieux qui soit conforme à nos valeurs et aux souhaits de nos concitoyens, c'est-à-dire encourager des comportements éthiquement et écologiquement responsables. Inversement, comment promouvoir ces comportements si notre destin ne nous appartient pas, mais est tributaire de décisions prises ailleurs, que notre dépendance soit militaire, économique ou diplomatique. On est donc ici bien loin des raisonnements rapides sur l'opposition factice entre autarcie et coopération. Lorsqu'on parle des critères RSE, responsabilité sociale et environnementale, ce que nous soutenons avec force, c'est que la première lettre de l'acronyme est la plus importante. On n'est responsable que dans la mesure où on est souverain. Je vous remercie de votre attention. Voilà, j'ai fait plus court que prévu, mais à l'heure tardive et vu la densité de la journée, je crois que c'était bienvenu. Je reste évidemment à votre...